Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles chez vous. Merci de nous choisir sur ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Aujourd'hui, nous allons parler cette fois-ci de la technologie. Je reçois le DG d'une entreprise locale de technologie, Patrice Bino. Monsieur Patrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG de Naledi Service, une entreprise de technologie émettant ici en ville de Goma. Dites-nous d'abord qu'est-ce que vous faites. Chez Naledi Service, nous offrons des solutions informatiques pour la gestion des entreprises. Basiquement, nous développons des logiciels, des bases de données pour faciliter la gestion des stocks, la facturation, les ventes. Nous offrons aussi des services de communication sur les nets, le site web et sur les réseaux sociaux. Nous faisons beaucoup de formations, aussi de renforcement des capacités. Et actuellement, nous pouvons dire que nous sommes parmi les pionniers, des entreprises technologiques formelles ici dans la région. Pas seulement à Goma, mais vraiment dans la région de l'Est du Congo. Et parce qu'on a débuté les activités en 2014. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, on a des centaines de clients, Goma, à Bukavu, dans plusieurs villes. Et quels sont les services que vous offrez exactement? Bon, nous avons déjà développé plusieurs logiciels, dont les plus connus sont le logiciel Reflet, qui est utile pour les supermarchés, les alimentations et les boutiques. Nous avons aussi Rwanda Express, qui est un logiciel de comptabilité aux normes comptables Rwanda. Nous avons d'autres pour les écoles, nous avons pour les hôpitaux, Konya, nous avons pour les structures de production, donc les usines, le logiciel Kiwanda, et ainsi de suite. Alors, les technologies que vous faites, est-ce que ça joue un rôle dans la société congolaise actuellement, sur le développement surtout? Effectivement, nous apportons notre appui, on peut dire ça, au développement des entreprises qui sont déjà structurées et qui sont déjà en place. Notre appui, c'est de les aider à bien gérer leur entreprise. Parce que nous donnons la possibilité de bien maîtriser le flux d'informations, la gestion des stocks, les flux d'informations financiers. Ça permet à ce que les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise, mais aussi les agents, puissent prendre des décisions éclairées. Je sais que c'est difficile, parce que ce n'est pas tout le monde qui est déjà, comment je peux dire, qui a déjà cette culture-là du numérique dans tout. Mais avec le temps, on est en train de voir un engouement vers nos services, et ce qui nous rassure et nous encourage davantage. Et comment vous évaluez déjà la technologie, si on peut dire l'éthique, ici dans notre ville ou dans notre pays? Depuis que vous avez commencé, est-ce que ça a contribué à combien de pourcents jusque-là? Bon, il y a quand même une bonne adoption de la technologie au Congo. Mine de rien, non. Le Congo, c'est un pays des superlatifs. Les superlatifs sont là. Il y a des entreprises, des gens qui sont beaucoup plus avancés du point de vue technologique. Et il y a d'autres qui sont encore dans la fracture numérique, qui ne connaissent rien de la technologie. Et cette fracture-là, je peux dire qu'il est en train de se réduire petit à petit. Avec la pénétration du téléphone mobile, avec la pénétration d'Internet, avec on peut dire la mondialisation, le voyage et tout ça, les gens sont en train d'ouvrir les yeux et ils embrassent la technologie. Ce qui n'était pas le cas quand on a commencé, parce que on a perdu beaucoup de temps dans la pédagogie pour expliquer aux entrepreneurs qu'ils ont besoin d'utiliser un logiciel pour gérer leur business. Mais de plus en plus, on voit que c'est eux qui commencent à venir vers nous. Et c'est vraiment un signe encourageant qui nous dit que c'est vraiment la bonne voie à suivre. Est-ce que les jeunes ils se sont intéressés jusqu'à maintenant, même ceux qui vont à l'université, est-ce qu'ils choisissent même cette filière-là de la technologie? Oui, aujourd'hui, c'est l'un des domaines où l'une des facultés qui sont les plus sollicitées. Bon, d'abord à cause de la facilité que l'on a quand on finit en
dans un domaine technologique et s'est créé un petit boulot. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour quelqu'un qui connaît un peu d'informatique de créer une activité qui peut lui générer un peu de sous. Et bon, ensuite, c'est peut-être c'est vraiment la génération d'aujourd'hui. Il est vraiment une génération tech. D'ailleurs, les autres les appellent génération Android. Mais c'est pour dire que il y a un engouement, il y a de plus en plus d'institutions qui forment en matière informatique. Et bien sûr qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir en termes d'infrastructure, mais au moins, avec les moyens de bord, on est en train de voir qu'il y a un écosystème technologique qui est en train de s'exprimer. Est-ce que le gouvernement, c'est là où il a eu cette initiative de promouvoir un peu la technologie, ceux qui entreprennent dans ces domaines? Pas directement, mais on peut voir des signes. On peut voir des signes parce que aujourd'hui dans le gouvernement, il y a un ministère du numérique. Ministère du numérique. La recherche scientifique aussi. Il va dans ce sens. Oui, et je peux vraiment dire que le gouvernement est en train de venir. Le pouvoir public est en train de venir, même s'il vient en petit pas, parce que il faut d'abord que l'administration publique elle-même soit numérisée pour que nous sachions que le gouvernement a fait les grands pas. Bien sûr que ça va prendre du temps, mais au moins, on sent qu'il y a cette volonté d'embrasser le domaine numérique. Mais le chemin est encore long. Si on voit la différence entre comment notre gouvernement s'investit dans le domaine technologique et comment les autres pays, surtout les pays qui nous entourent, se sont intégrés dans la sphère technologique, on sait que nous sommes en très grand retard. Et ces retards, il dit à quoi c'est le bout? Qu'est-ce qui freine? Bon, les crises du Congo sont interconnectées, malheureusement. Donc, ce n'est pas seulement que les domaines numérique ou informatique qui est en retard. On a connu des guerres, on a connu des perturbations qui nous ont un peu retardés, mais qui pourraient peut-être aussi être utilisées comme des opportunités pour que nous puissions nous rattraper. Mais je crois aussi notre défi, c'est que les manques d'infrastructures aussi constituent un frein au développement du numérique. Parce que si vous voyez aujourd'hui, le Congo est divisé en pôles maintenant. Il y a un pôle ouest qui est autour de Kinshasa, un pôle est autour de Goma, un pôle sud autour de Lubumbashi. Et si vous voyez très bien, ce sont toutes des villes frontalières. Ça veut dire qu'on dépend vraiment des ressources externes pour pouvoir former des pôles de développement. Et tous ceux qui se trouvent maintenant au milieu, ils sont abandonnés à leur triste sort. C'est plus facile aujourd'hui. À Goma, il y a maintenant la fibre optique qui arrive et qui facilite la qualité et l'accès à Internet. Et il y a aussi l'accès à l'électricité qui commence à s'améliorer à Goma, qui sont des éléments primordiaux pour les développeurs du numérique. Il faut d'abord qu'il y ait l'électricité. Ensuite, qui est la connectivité, donc la connexion Internet, et par la suite, les autres éléments des infrastructures vont suivre. Au Congo, on avait, donc on a encore ces gaps, on peut dire, parce que si on parle des chiffres globalement, c'est seulement autour de 15% l'accès à l'électricité en RDC, et la pénétration d'Internet, c'est autour de 20% aujourd'hui. Ça fait assez qu'il y a énormément de gens qui sont dans les noirs, qui n'ont pas accès à Internet et aux bienfaits du numérique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des jeunes, comment on appelle ça, le local content, la création locale, qui est là et qui a commencé d'abord dans les domaines des arts. On peut dire la musique, les théâtres. Vraiment, ce sont les artistes qui poussent la création artistique numérique au Congo. Bien sûr, il y a maintenant des jeunes développeurs qui sont là, qui sont en train de faire
des solutions informatiques de gestion et tout ça, Ouais. qui sont les éléments qui vont formaliser l'économie ou l'écosystème congolais. Mais il y a aussi une très grande ouverture vers les solutions extérieures, notamment les solutions américaines, hein, WhatsApp, Ouais. Les réseaux sociaux. tous les GAFA, ils sont très utilisés ici. Et curieusement, même la vente en ligne, il y a aussi des clients, des Congolais qui achètent en ligne sur Amazon, sur Alibaba et qui se font livrer directement au Congo. Donc, si nous sommes en état, c'était à cause de plusieurs éléments. Donc, comme j'ai cité, l'insécurité, c'est global, mais structurel, c'est ce qui est vraiment directement lié, c'est l'accès à Internet, l'accès à Internet, l'accès à l'électricité, mais aussi le système financier congolais, il n'est pas très développé que ça. Parce que si vous voyez même le taux de pénétration de la bancarisation, il est encore très bas. Or, tout ça sont des éléments qui sont liés pour développer une économie. Et l'investissement dans la technologie, on dit, serait ou être les principaux moteurs de compétitivité des entreprises. Oui, l'investissement, c'est un élément important. Au Congo, il y a des très grands acteurs et des très petits acteurs. Il manque des acteurs moyens. Les très grands, ce sont les télécoms, ceux qui nous apportent les GSM, donc les appels, les réseaux, les réseaux Internet. Ce sont des multinationales, ce sont des très grands. Il manque au milieu des acteurs moyens. Et là, c'est une faiblesse du système financier congolais, parce que c'est compliqué de se faire financer par une banque congolaise quand on est dans le numérique, surtout. Parce que, bon, d'abord, la plupart des banquiers ou les banques n'ont pas de compétences numériques pour évaluer une entreprise numérique, son potentiel et tout ça. Le deuxième, c'est que nous manquons des banques d'investissement ou des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent dans une idée. Tu vois, parce qu'ailleurs, ce qui développe les entreprises, c'est que ce sont des gens qui comprennent le potentiel qu'il peut y avoir dans une entreprise et qui investissent de l'argent dans cette entreprise. Or, c'est ce qui nous manque au Congo. Il y a trop peu d'entreprises des numériques qui ont déjà fait leur preuve. C'est tout vraiment des entreprises, des jeunes Congolais, créés par des Congolais qui ont évolué. C'est difficile de trouver 10 ans. C'est vraiment difficile de citer 10 entreprises congolaises dans le domaine du numérique qui ont commencé des zéros et qui sont partis, qui se sont créés, on peut dire, en grande entreprise. Pour l'instant, c'est vraiment compliqué parce qu'il manque des investisseurs. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent qui circule dans la communauté, qui sont souvent investis que dans l'immobilier, c'est la construction des maisons, des immeubles, tout ça, au lieu de l'investir dans la production, dans la productivité numérique. Je crois que les gens, peut-être, ils sont un peu regardants, ils sont en train de voir ce qui se passe. On attend qu'il y ait 1, 2, 3, 4 entreprises qui vont faire les booms pour que les gens peut-être puissent se précipiter vers les entreprises qui sont dans les domaines du numérique. C'est pour ça que nous qui sommes déjà des acteurs sur le terrain, nous faisons un effort pour ne pas décevoir ceux qui ont pris à nous, mais aussi ne pas comment on dit ça, décrédibiliser la corporation, parce que c'est notre échec ou notre réussite profitera ou nuira à toute la corporation des entreprises. C'est vraiment un contexte difficile, bien sûr, mais c'est possible de se faire financer. C'est possible de faire beaucoup d'argent dans les numériques, surtout à l'Europe. Et vous accordez du service surtout aux entreprises. Est-ce que le gouvernement vous avez déjà fait part au gouvernement ou vous a donné un apport par rapport à ce que vous faites? C'est l'année passée que nous avons reçu un apport du gouvernement à travers la Banque mondiale dans un projet pour Papa d'MPM, qui est une initiative que nous avons saluée. Et
Financé par la Banque mondiale. Oui, financé par la Banque mondiale. Donc ici, c'est de l'argent public. Oui. Et remboursé avec le temps. C'est qui est une bonne initiative que nous avons développée parce que c'était une première et qui nous a sensiblement aidé à mettre certaines infrastructures en place, mais qui restent insuffisants pour les besoins qui sont là pour développer notre entreprise, mais c'est déjà un bon début. Mais beaucoup de jeunes déjà ont eu à bénéficier de ce service. En tout cas, à Goma, il y a presque une centaine d'entreprises qui ont été soutenues, bon, pas que dans les numériques, dans plusieurs domaines. Et nous avons écho qu'il y a une deuxième phase qui va commencer dans ces mêmes projets qu'on va appeler Transform. Nous espérons que ça pourrait aussi aider à d'autres jeunes, à d'autres entreprises, et peut-être pourquoi pas à nous aussi pour pérenniser ce qui a été fait. Mais ce que je peux dire, que la meilleure façon d'aider un entrepreneur, c'est de devenir son client. Malheureusement, sur ces points-là, le gouvernement congolais n'est pas encore à la hauteur, parce que là, pour beaucoup de choses que les Congolais peuvent faire, dont nous avons l'expertise et la capacité, on voit toujours que les services publics, ils font à l'extérieur pour aller les acheter. C'est ce que je voulais vous demander, est-ce que le gouvernement consomme votre service? C'est ça le plus grand défi. Donc, le gouvernement congolais, jusque-là, il ne consomme pas les produits numériques des Congolais. Pas seulement le gouvernement, même les Congolais, parce qu'en général. Non, pas les Congolais en général, parce que nos clients, ils sont ici, non? La plupart. Pas tous nos clients sont des entreprises, tout ça. Le plus grand acteur économique, c'est l'État. Or, jusque-là, l'État ne consomme pas encore les solutions congolaises. Tu vas voir, si tu lis juste les nouvelles, tu vas trouver que la CENI, par exemple, il achète des logiciels et des services en Corée. Les plaques d'immatriculation de véhicules viennent d'une entreprise, c'est pas sud-africaine, belge. Même les passeports. Maintenant, là, on n'est même pas. Le Congo ne donne plus le permis de conduire. Jusqu'à ce qu'ils ont. Les derniers permis qui étaient délivrés par l'État congolais ont expiré. Alors que c'est une expertise locale qui peut faire ça. Il n'y a pas vraiment de la magie à produire. Pourquoi le gouvernement fait ça? Il manque de confiance ou... Bon, c'est une culture qui s'est installée malheureusement dans notre pays. On a beaucoup plus confiance à ceux qui viennent de l'extérieur. Et bon, il y a d'autres commentaires qui disent que c'est peut-être plus facile de facturer beaucoup plus d'argent et de tirer davantage quand on travaille avec des étrangers et tout ça. Mais nous croyons que c'est plutôt un manque peut-être de confiance dans l'expertise locale, mais c'est aussi un manque de volonté malheureusement. Donc ce sont des choses qui peuvent être réglées parce qu'il y a quand même des entreprises qui ont fait des preuves de sérieux et tout ça, et qui nous demandent d'être testés sur le terrain. Donc nous demandons au gouvernement à fournir davantage des efforts, à prioriser les fournisseurs congolais, les entreprises congolaises qui ont de l'expertise. Parce que mine de rien, même si on achète, même s'il faut recours à des entreprises extérieures, à la fin, c'est toujours les Congolais qui exécutent. Donc, basiquement, c'est un blanc qui est venu pour signer le contrat, et il reste à l'hôtel pendant 1 mois ou 2 mois, et puis quand le jour est dans la poche, il rentre chez lui. Il va engager encore nos jeunes Congolais. Malheureusement, il va débaucher dans les entreprises qui étaient déjà là pour les fragiliser, parce qu'il a déjà les contrats, il a déjà de l'argent. Donc, ça fait assez que ça donne un cercle vicieux pour nous qui sommes en train de nous battre à créer quelque chose. Dès qu'on a une petite structure, et parfois ce sont nos entreprises qui allons vers le gouvernement pour nous proposer certaines solutions. Et quand ils trouvent que c'est une bonne solution, maintenant, ils vous écartent. Ils vont à l'extérieur pour aller prendre un acteur extérieur pour venir exécuter. Je crois que ça, parfois, c'est décourageant. Mais bon, c'est le pays que nous avons, on essaie, nous sommes déterminés à toujours continuer à apporter
des innovations et alternatives. Et vous, personnellement, dans votre entreprise, quelles sont vos difficultés dont vous faites face? Bon, l'entreprise est en pleine croissance maintenant. Nous avons une vingtaine de collaborateurs actuellement et nous sommes en train de vouloir ouvrir notre bureau d'extension dans les grandes villes, à Kinshasa et Lubumbashi au Kolwezi. Donc, ça fait assez que nous sommes vraiment sur une pente qui demande beaucoup en termes d'investissement et là, nous sentons la pression financière. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus grand défi que nous avons maintenant. Oui. Financer cette croissance. Parce qu'il y a quand même une demande qui est en hausse. Le marché est là. Et c'est à nous maintenant de savoir comment on va nous adapter. Parce que nous devons actuellement, par exemple, investir dans les matériels, dans les équipements. Il y a beaucoup de clients qui ont besoin d'acheter les logiciels, mais ils n'ont pas des ordinateurs, ils n'ont pas des tablettes, ils n'ont pas tous les kiosques qui sont utiles pour faire tourner un logiciel. Donc, nous sommes obligés d'investir à la fois dans les équipements et à la fois dans les logiciels. Et c'est tout ça des infrastructures qu'il faut mettre en place. Donc, aujourd'hui, pour moi, vraiment, les plus grands défis, c'est financer cette croissance. Et est-ce que vous avez aussi les services de communication? Parce que ces entreprises n'ont pas ce service-là de communication. Comment vous les aidez à pouvoir y arriver sur le plan technologique? Bon, sur le plan technologique, nous avons des services et des capacités pour monter des sites web et faire des campagnes de communication sur les médias sociaux. Donc, c'est vraiment en matière numérique que nous aidons les entreprises à atteindre leur cible en matière de communication. Et vous pensez que cela a donné déjà quelque chose? Parce que certaines entreprises se plaignent pas certaines entreprises, mais certains clients, si je peux dire dans ce sens, ils se plaignent de la communication. La communication, c'est vraiment un besoin, mais ça dépend aussi du budget que les entreprises sont prêtes à allouer à cette activité-là. Hein? Donc, malheureusement, cette culture numérique, elle est encore nouvelle. On voit que parfois, les gens voudraient avoir tout gratuitement. Alors que, bon, c'est un service qu'on vous rend, il faut payer. Il faut mettre la main à la poche. Donc, ce qu'on observe actuellement, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont même pas un budget alloué à la communication. Donc, ça fait assez que nous sommes en train de pousser, juste d'abord pour faire comprendre aux gens que c'est très important. Mais ceux qui ont déjà goûté à ces services-là, ils ont compris et ils commencent maintenant à investir dans cette. Et le gouvernement provincial ici, est-ce que vous avez déjà offert un service, par exemple, sur la sécurité, par exemple, ou l'ANR et tout? Bon, pas exactement, parce que là, nous n'embrassons pas tout. Nous avons fait le choix de rester vraiment dans les solutions de gestion pour les PME et les startups, bien que nous donnons aussi parfois des solutions pour la sécurité comme les caméras de surveillance. Mais bon, on n'a pas encore approché les gouvernements ni l'ANR, mais je crois qu'il y a des jeunes qui ont déjà proposé de telles solutions. Malheureusement, je n'ai pas suivi jusqu'où ils sont. Et est-ce que certains, la population se plaint toujours lorsqu'il y a des kidnappings et que les réseaux n'arrivent pas à appréhender les commanditaires de kidnapping? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ou qu'est-ce que vous pensez faire afin de trouver une solution à ces problèmes? Bon, ce que je peux dire sur ce point, c'est qu'il y a un problème à deux niveaux. Le premier, c'est par rapport à la loi. Hein? Donc, la législation congolaise est encore très rigide. Ce qui concerne l'utilisation des données personnelles et même des données informatiques, le transfert des informations ou l'accès à l'information. La législation congolaise est encore très rigide, à tel point que un réseau de télécommunications n'a pas le droit de faire des investigations sur une personne sans qu'il y ait une lettre, une autorisation d'être procureur de la République. Et c'est ce qui fait traîner parfois les enquêtes ou les activités. Parce que
Ça aurait été plus facile si on a, par exemple, quelqu'un qui est kidnappé et que les demandeurs de rançon, comme ils ont utilisé un numéro qui est déjà identifié, qui puisse être tracé. Voilà. Mais les hommes peuvent le faire. Bon, ce n'est pas leur travail. Ce n'est pas leur travail de le faire. C'est plutôt moi je peux me dire plutôt que pardon. Je peux dire plutôt que c'est une opportunité d'affaires pour ceux qui sont les entrepreneurs dans le domaine de la sécurité. Pourquoi ils se ratent seulement la gardinage, tout ça. Ils peuvent aller jusque-là. Ils peuvent aller jusque-là et avoir des expertises dans le tracking des numéros et tout ça pour retrouver les criminels, les déférer devant la justice. Et ça pourrait être même beaucoup plus lucratif. Donc, il y a d'abord un problème de législation. Ensuite, il y a un problème d'expertise. Parce qu'il y a trop peu de gens qui maîtrisent les domaines de sécurité, informatique, et tout ça, pour tracer les gens jusqu'à les retrouver. Donc, je situe le problème à ces trois niveaux-là. Un problème de législation, la loi est encore rigide, un problème d'expertise, et aussi un manque de visionnaires en tant qu'entrepreneur dans ces domaines. Parce que je sais qu'au Kenya, par exemple, il y a une entreprise spécialisée dans la sécurité, mais numérique. Ils sont là, toutes les histoires, s'il y a kidnapping, par exemple, même si tu as perdu ton téléphone, tu peux aller vers eux, tu leur dis, moi je viens de perdre mon téléphone. Ils vont retrouver ton téléphone et ils te les ramènent. Et ils gagnent un peu d'argent comme ça. Donc, c'est de voir dans ces trois dimensions-là pour ne pas acquiser seulement une personne qui n'est pas forcément responsable. Parce que, pour moi, en tout cas, je ne peux pas considérer RTL ni comme Orange comme étant responsable. Je considère plutôt même une responsabilité collective. Parce qu'aujourd'hui, c'est au Congo. Le Congo, peut-être, c'est le pays le plus facile où on peut trouver un numéro de téléphone. Tu peux maintenant sortir. Tu vas acheter des numéros. Tu vas acheter une carte ici, comme ça, gratuitement. Ailleurs, ça se fait pas? Ailleurs, non. Non. Moi, j'étais au Ghana. Tu as ton passeport avec visa, mais on ne parvient pas à te donner une carte SIM. Il faut tout un processus pour t'enregistrer et tout ça. Même pas au Ghana, ici à l'Ouganda par exemple, c'est plus proche, même au Rwanda, il faut beaucoup de processus pour trouver un numéro de téléphone. Que tu sois étranger, que tu sois local. Mais ici chez nous, c'est n'importe qui. Tu peux acheter une dizaine de SIM. Il y a ceux qui ont 4 numéros. Oui, tu peux même swapper un numéro d'une autre personne beaucoup plus facilement comme ça. Donc, et les malfrats, ils sont à l'aise avec ça parce que on n'a pas cette guerre-là. Malheureusement, le législateur, la loi au Congo a déjà statué, c'est ça. Il a obligé les gens à s'identifier. Il a obligé les réseaux à ne pas donner un numéro à une personne qui n'est pas identifiée. Mais je crois que c'est un problème maintenant au niveau des opérateurs. Parce qu'ils ont donné beaucoup de liberté aux gens des quartiers. Tu vois, quelqu'un juste avec un parapluie. Le carte SIM, lui aussi il peut swapper un numéro beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est vraiment une question de culture qui va inculquer dans les gens. Si tu es sérieux dans ton travail, tu vas sécuriser toute la communauté. Merci beaucoup. Il nous reste une minute pour finir cette émission. Dans 20 secondes, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message au gouvernement, mais aussi à tous les entrepreneurs qui aimeraient aussi entreprendre dans ce domaine, mais aussi les entreprises qui aimeraient aussi bénéficier de vos services? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, 20 secondes, c'est trop petit pour lancer un message déjà à toutes ces catégories-là. Peut-être en guise de conclusion, c'est que nous avons goûté à l'économie numérique. Et nous sommes convaincus que c'est un élément important qui va nous permettre à faire avancer ces pays. Il y a beaucoup d'emplois qui sont générés par l'économie du numérique et que nous demandons au gouvernement de soutenir les jeunes ou les entreprises qui se sont déjà lancées dans ce domaine-là, notamment en achetant leurs solutions, mais aussi en
en demandant aux structures d'être beaucoup plus sérieuses, que ce soit les structures étatiques, que ce soit les structures privées, et de faire confiance aux Congolais, parce que on voit que ce n'est pas seulement le gouvernement qui fait recours toujours à l'expertise extérieure, mais aussi souvent les Congolais aussi, ils préfèrent parfois importer une solution plutôt que d'utiliser les solutions locales. Et malheureusement, ils voudraient aussi que les autres achètent ce qu'ils sont en train de vendre, alors qu'ils ne veulent pas acheter les autres solutions locales qui sont disponibles sur le terrain. Donc, c'est cette prise de conscience que nous pouvons nous soutenir mutuellement qui peut nous aider à avancer et avoir une économie numérique qui va aider ces pays à se. Merci beaucoup Patrice, c'est vraiment beaucoup de matière et je pense qu'à la prochaine on aura beaucoup plus développé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et j'ai eu le plaisir de recevoir Patrice Binois, DG d'une entreprise de technologie locale, que j'ai dit merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie, je crois que ce n'est pas la première et la dernière. Je crois qu'il y aura d'autres occasions où on pourrait encore se retrouver et discuter des avancées de la technologie à l'ANC. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et je vous dis aussi merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Je vous fixe un prochain rendez-vous. Au revoir.